Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information en continu du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à cet entretien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour la première fois sur notre plateau Zongo Seydou alias ZS. C'est la première fois. J'ai envie de dire ZS, Zongo Seydou, quelle est l'appellation qu'il faut utiliser? Oh, c'est selon. C'est selon. Après maintenant, je me sens confortable par rapport aux deux appellations, Zongo Seydou, évidemment, voilà, ZS. En tout cas, bienvenue à ZS sur notre plateau. Merci. Parce que c'est le nom le plus connu de l'ensemble des Burkinabés. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Comment vous allez côté santé? Je rends grâce, je me sens en super forme. Et puis très équilibré aussi. Et donc je rends grâce, sincèrement, je rends grâce. C'est quoi le secret des ZS qui ne vieillit pas? Un peu de sport. Et puis je pense que quand vous êtes free dans la tête, quand vous ne vous prenez pas trop la tête, quand même ça se lit parfois morphologiquement, physiologiquement, biologiquement. Est-ce que c'est cette humilité-là justement qui fait que vous êtes dans votre babille depuis maintenant quelques années, sans gêne, sans limite? Non, mais la babille, malheureusement, j'ai dû, Tatiana, j'ai dû m'en débarrasser parce que ça devenait difficile d'entretenir ça. Les histoires des pièces, des échanges et tout, c'était pas évident. Et donc, oui, il y a quelques années, je m'en suis séparé à contre-cœur, quoi. Vraiment, j'étais meurtri dans mon âme, mais bon. C'était quoi le symbole de ce véhicule pour vous? Parce que d'abord, c'est une belle voiture. Oui. C'est une belle voiture qui avait plus de 60 ans, hein, quelque chose comme ça. Les mécaniques étaient simples. Et puis, une voiture racée. Et puis, c'est aussi, symboliquement, c'était aussi une voiture qui rentrait dans l'histoire, quoi. Voilà. Et j'aime bien l'histoire. Et donc, je sentais que cette voiture était celle qui m'allait le mieux par sa simplicité technique, technologique. Et dans les rues de Ouagadougou, quelles étaient les réactions? Oui, avec la couleur que j'avais utilisée, évidemment, c'était ma seconde carte d'identité. Donc, partout, attends, pour la petite histoire, je suis allé jusqu'à Gantafabou avec cette voiture à 4. C'est-à-dire, vous avez Dori, Gorom, Oursi et Gantafabou. Donc oui, cette voiture... Et sur toute la traversée quand même, oui, c'était des moments uniques. C'était des moments uniques, c'était beau, tu as les attroupements, les enfants qui venaient, les adultes aussi. Je pense que c'est une période de ma vie que j'ai appréciée, que j'apprécie et que j'apprécierai toujours. Comme quand le Sahel burkinabé, il faut que la paix revienne. Il faut que la paix revienne, justement. Quand je vois que j'ai été jusqu'à Oursi, en guise d'hôtel, de chambre d'hôtel, c'était vraiment à la limite les palmes en l'air, c'était dans le sable, dans les dunes de sable, avec un lit en bois. Et le soir, scruté comme ça, le ciel étoilé, c'était super beau. Franchement, c'était beau. Et donc, c'est pour ça que on prie tous, l'ensemble des Burkinabés, on prie pour qu'il y ait la paix, que la paix revienne, et surtout que, comme je l'ai dit, je ne sais, mais ne dit-on pas que la répétition est pédagogique, je ne cesse de répéter que cette situation d'insécurité pèse beaucoup plus dans le monde de la culture parce que ça réduit évidemment nos marges de manœuvre, ne serait-ce que par le fait qu'on ne peut pas se déplacer facilement. Et donc on paye, moi j'assume, on paye le prix fort. Et c'est vrai que cette situation fait que bon, on vit quand même dans une certaine précarité. Donc vivement que la paix revienne au Burkina Faso, afin que je puisse, peut-être pas avec une babie, mais que je puisse aller profiter de cette nature généreuse. On reviendra là-dessus vers la fin de cette émission. Je veux qu'on mette l'accent sur un élément. ZS, vous ne vous débarrassez jamais de ce t-shirt à l'effigie de Thomas Sankara. C'est quoi finalement ce message ou bien c'est quoi votre attachement à la personne de Thomas Sankara? Des valeurs de probité. Et c'est vrai que, bon, c'est une prétention. Beaucoup de choses de cette personne-là ont fait que... Beaucoup de choses de lui m'ont inspiré aussi. Quand je parle de valeurs, par exemple, tout ce qui était
développement endogène, tout ce qui était le respect, parce il vouait un culte à la notion de respect. Toute chose qui a peut-être plus comme ça, parce que même ses ennemis, même ses adversaires, je crois qu'il trouvait le mot juste. Et ça, c'est très important. Un érudit, et puis j'avais en commun avec lui la valeur travail aussi. Et donc, je crois que c'est celui-là qui a pu dire au Nord que, au-delà de tout, l'Africain aussi mérite du respect. Et ça, dès le départ, je me souviens, j'étais en Côte d'Ivoire, et j'étais à l'internat au lycée d'Aboisseau, et mon maître de docteur me disait, est-ce que vous pouvez nous prêter Thomas Sankara juste pour quelques mois. Donc je crois que c'est un état, c'est un drapeau, c'est un passeport Thomas Sankara. Vous allez vous passer, et vous venez du pays de Thomas Sankara, je peux vous dire que ça vous ouvre des portes. Certains disent que des artistes comme vous avez utilisé l'image de Thomas Sankara pour vous enrichir. Est-ce que vous reconnaissez en cela? Si j'étais riche, ça serait. Et puis il faut bien que les gens parlent, il faut que les gens trouvent toujours à redire. Non, moi, c'est pas pure conviction. Je n'ai jamais vendu d'effigie de Thomas Sankara. Certes, pourquoi j'ai écrit une chanson sur Thomas Sankara, où je disais il y a quelques années, où je disais qu'il n'est certes peut-être pas là physiquement, mais ses idées demeurent. Donc, oui, après maintenant, moi, vraiment, je m'occupe très peu de ce que les gens peuvent dire, quoi. Les supputations, les allégations, c'est pas trop mon truc, quoi. Qu'est-ce que vous souhaitez que la jeunesse burkinabé retienne de l'homme? La valeur travail. Oui. La valeur travail. Moi, je suis un obsédé du travail, la valeur travail et la valeur du respect. Parce que dans le commerce, je vais dire dans l'interaction d'un point de vue sociologique, si vous ne respectez pas votre vis-à-vis, si vous ne respectez pas votre interlocuteur, vous ne pouvez pas dealer avec lui. Parce qu'en ce moment-là, inconsciemment ou consciemment, vous avez tendance à l'infantiliser, à ne pas lui accorder. Donc quand il y a le respect, moi j'ai toujours dit, entre le respect et l'amour, j'ai choisi le respect. Ah, vous choisissez le respect à l'amour? Oui. Entre l'amour et le respect, j'ai choisi le respect. Parce que fondamentalement, c'est la base de tout. Parce que même dans les relations aujourd'hui qui sont un peu perturbées entre le Nord et le Sud, c'est parce que c'est un discours qui tend à infantiliser, à dénier, je dirais même, je vais plus loin, mais c'est un peu lourd ce que je vais dire, une forme de négationnisme. Et donc quand on dénie même parfois à l'homme africain, au noir en général, une certaine humanité. Et ça fait qu'à partir de cet instant-là, où vous ne respectez pas votre vis-à-vis, votre interlocuteur, la personne avec qui vous dealez, ben, vous n'êtes plus obligé de le considérer. S'il n'y a pas de rapport d'égalité, vous n'êtes plus obligé de le considérer. Est-ce que vous voulez dire que nous sommes en 2025, que l'homme africain doit mieux se faire respecter? Ah, c'est capital, c'est important. Parce qu'il y a eu ce débat, nous on a porté ça à l'étranger. J'ai l'habitude de dire que je ne suis pas un panafricanisme de la 25e heure. On a porté ce projet africain. Ailleurs, j'ai représenté le tiers-monde dans des rencontres, etc. La question de la dette du tiers-monde, j'avais déjà même dû écrire une chanson contre les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI. Et aujourd'hui, s'il y a ce rapport de respect entre l'Afrique et les autres peuples, de toute façon, voilà. Je pense même quand on vient pour parler business, quand vous avez le respect de l'autre, ça se passe souvent mieux. Voilà. Des guerres en Afrique, des affrontements n'ont pas fini. À quand l'Afrique finalement, comme l'avait dit Joseph Kizerbo? Des guerres qui sont de notre fait aussi, des guerres qui sont parfois instrumentalisées, parce que, comme vous voyez, l'actualité parle d'elle-même. Hein, voilà, derrière cette histoire de Goma, en RDC, il y a beaucoup d'intérêt, il ne faut pas croire, il y a beaucoup d'intérêt en jeu. En même temps, je dois dire, parce qu'il y a ce discours ambiant en Afrique qui consiste à rejeter en permanence la faute sur les autres. Je prends le cas de la RDC. Aujourd'hui, ce qui se passe là-bas est le résultat aussi d'une certaine gouvernance qu'il y a eu en RDC
notamment au temps de Mobutu. Il y a eu le temps de Kabila, Ouais, Kabila père, Kabila fils. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Au temps de Mobutu, comment vous pouvez comprendre? Parce que j'ai parfois l'habitude de dire que parfois c'est les Africains aussi qui se donnent le bâton pour se faire taper dessus. Au temps de Mobutu, la fortune personnelle de Mobutu équivalait quasi à la dette extérieure de la RDC. Comment vous pouvez comprendre ça? Je suis en Belgique, on m'a montré ces biens immobiliers là-bas, dont j'oublie le nom de la ville, c'est pas ça, certes, bref, je ne m'en souviens plus. Et donc oui, il y a tout ça qui fait que, certes, les autres nous manquent de respect, mais il faut aussi qu'à un certain moment, nous aussi, on se réfugie dans la stratégie de la victimisation tout le temps. Il y a Congo, RDC, on parle aussi du Rwanda, vous avez le Soudan qui est aujourd'hui balkanisé à la limite, vous avez le Sahel qui est malade, vous avez la Somalie, vous avez le Mozambique avec des élections qui ont mal tourné. On a l'impression que dans pratiquement toutes les zones de l'Afrique, il y a des foyers de tension. Alors, comment les Africains peuvent se ressaisir et aller de l'avant dans ce contexte-là? Il faudrait que les Africains se parlent. Il faudrait que les Africains se parlent. Parce que le problème, c'est quoi? Je pense, ça n'engage que moi, je pense que comme vous avez les patrons, les chefs, oui, les leaders, les présidents, tout ce que vous voulez, vous avez la base. Et en fait, les personnes passent souvent après, ouais. On met souvent, comme j'ai l'habitude de dire, en Afrique, on ne lit pas un programme, on ne lit pas un programme, oui, c'est plutôt un individu. Oui. Voilà. Donc, parce que, par exemple, je prends un exemple. On prend le cas de l'Ukraine. Hein? Je raisonne par l'absurde. On prend le cas de l'Ukraine et de la Russie. Bon, ils se tapent dessus. Et vous avez de l'autre côté les Occidentaux qui financent, hein, à coups de milliards, etc., etc. Mais posez-vous la question, les Africains doivent se poser cette question-là. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, aucun État occidental n'a rompu officiellement ses relations diplomatiques avec la Russie? C'est quand même un certain moment... Est-ce que vous voulez dire par là que les Africains gouvernent par l'émotion ou nous sommes tout le temps portés par l'émotion? Je ne ferai pas l'insulte aux Africains, même si Senghor était partisan de l'émotion nègre et de la raison hélène. Je ne suis pas un afro-pessimiste. Non, mais je dis tout simplement qu'à un certain moment, les leaders africains doivent s'élever, dans le sens philosophique du terme, doivent s'élever pour penser au peuple. C'est-à-dire que moi, je peux ne pas vous aimer. On n'irait peut-être pas en vacances ensemble. Mais si par vous, je peux apporter un mieux-être, hein, un bien-être à mon peuple, mais je fais avec vous. Donc vous voyez, c'est hyper important. Et donc, il y a même tous ces foyers de tension dont vous parlez. Moi, ça me gêne parce qu'on a l'impression, parce que nous, on n'a pas de leçon de brutalité, hein, à recevoir du Nord. Je l'ai dit dans une chanson en 2007, qui s'appelait Plus de leçons, qui était une réponse au discours de Dakar de Sarkozy. Ben, je disais, parce que j'ai dit, pour des gens qui ont créé les plus de grandes guerres de l'histoire, moi, je n'ai pas de leçon de barbarie à recevoir de ces personnes-là. Mais il faut aussi que nous aussi, on prenne notre part de responsabilité en... Je ne sais pas, je n'ai pas la recette. Ce serait très prétentieux pour moi de dire, de donner une recette toute faite comme ça. Mais il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Est-ce que l'Afrique n'a pas été souvent aussi infantilisée? On se rappelle du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, le passage de Macron à Ouagadougou en 2018. Et depuis lors, on est resté un peu concentré sur ces discours et on se pose des questions sur les perspectives pour le continent, notamment l'Afrique francophone. J'ai suivi le discours de Dakar et à l'époque, j'avais réagi. J'avais réagi à travers une chanson qu'on appelait Plus de leçons, qui a connu du succès dans les médias en Europe, un peu moins par rapport à celle d'avant, la chanson précédente, un Hongrois chez les Gaulois. En fait, à Dakar, Sarkozy a dit ceci. En gros, je paraphrase, je ne suis pas responsable de ce que mes ancêtres ont fait. Un. De deux, le paysan africain n'est pas capable de progrès dans sa façon de fonctionner.
j'ai trouvé que c'est... Parce que, une fois de plus, quand vous infantilisez les gens, quand vous ne respectez pas les gens, je ne comprends pas pourquoi, dans un deal, en matière de développement, bien entendu, à la limite, c'est une infantilisation qui s'apparente même à... On se rappelle de cette formule, l'homme noir n'est pas suffisamment n'est pas assez rentré dans l'histoire. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si on était des sous-hommes. Et ça a le don de m'énerver. J'avais fait une sortie à l'époque, chez votre confrère Façonnette, en 2007 déjà. Moi, que les chefs d'État du Nord s'en prennent individuellement aux chefs d'État du Sud, moi, c'est pas trop mon problème. Hein. Mais quand Sarkozy dresse le profil psychologique comme un profiler dans un commissariat, et qu'il dit qu'on a quasi ni notre passé, que la guerre des repentance, les histoires de mémoire, les guerres des repentances et tout, je trouve que c'est dur quoi, pour une race qui a connu l'esclavage, etc., etc. Mais une fois qu'on a dit ça, je dis, il faut que les Africains aussi se prennent en main. Parce qu'on ne peut pas en permanence rejeter, déléguer nos difficultés, accuser. Parce que, comme je disais, la victimisation, c'est pas ça qui va nous faire progresser. Il est beaucoup question de développement endogène, de souveraineté. Est-ce à dire qu'on est vraiment sur le bon chemin pour nous prendre en charge, comme vous l'avez dit? De toute façon, la question ne se pose pas si oui ou non on est sur le bon chemin. C'est qu'on n'a pas le choix. Oui. Quand vous voyez ce qui vient de se passer avec l'USAID, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que, oui, peut-être que c'est une occasion pour qu'on se secoue. Voilà, est-ce à dire que vous êtes favorable à la décision qui a été prise par Donald Trump? Non, je ne dirais pas ça parce que beaucoup de millions de personnes en Afrique aussi profitent de cette aide-là. Ça serait... Je n'ai pas envie d'être cynique. Je ne vais pas être cynique. Mais en attendant, c'est fait, c'est fait. Ben, quand c'est fait, quand vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'avancer. Comme le dirait mon petit frère Osibi, pédaler, pédaler. Comme le disait Thomas Sankara d'ailleurs, je suis obligé de pédaler parce que il y a le précipice à gauche et à droite. Donc, les Africains n'ont pas le choix. Il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils trouvent des alternatives. Mais c'est-on applaudi quand même quand Donald Trump a dit que l'USAID, finalement, ça ne pouvait pas continuer indéfiniment. D'autres Africains ont trouvé que c'était l'occasion ou jamais de se Moi, je n'applaudirais pas. Moi, je n'applaudirais pas. Parce que je trouve que c'est une forme de cynisme. Je ne peux pas être comptable de ça. Mais je dis par contre que oui, c'est une occasion pour les Africains de se prendre en main. Parce que vous voyez, vous allez dans une alimentation à Ouagadougou, le riz, là, dans les sachets, quand c'est pas thaïlandais, c'est vietnamien. Et c'est même écrit dessus souvent l'oncle Sam. Ouais, non, mais moi je parle du riz en particulier. C'est quasi les deux plus grands producteurs de riz au monde. C'est des États qui ne valent pas forcément, qui ont parfois même moins de surface arable que nos pays. Ouais, et quand je prends par exemple la Corée du Sud en 1970, qui avait quasi le même PIB que un pays comme la Côte d'Ivoire, mais vous allez-y vérifier, vous tapez ressources naturelles. Il n'y a rien, c'est zéro. Mais en attendant, la Corée du Sud exporte, fabrique Hyundai, Tucson, Kia, Samsung, LG, etc. etc. Donc, il faudrait qu'on arrête. Moi, je pense qu'on n'est pas frappé d'atavisme. On n'est pas maudit. Voilà, on n'est pas maudit. Même si les autres en face font tout à travers des discours comme ce que je viens de relever, font tout pour nous infantiliser, pour nier comme on appelle notre part de l'humanité, on n'est pas maudit. Oui, donc, mais comment expliquer que nous ayons toutes les richesses que le monde entier cherche et nous avons les populations les plus misérables? Moi, je n'ai pas une explication en tant que telle, mais je disais tantôt, il faut qu'on travaille. Franchement, je suis obsédé par le travail. Il faut qu'on travaille parce que, comme je dis, supposons que les autres soient venus piller 90% de nos ressources et qu'ils nous ont donné que 10%. Mais les 10% là, comment est-ce que nous on a géré ça? Comment est-ce qu'on a géré ça? C'est la même chose pour la musique. Si on suppose que 90% des chansons burkinabées sont des navets, sont des daubes, ok. Donc ça sous-entend qu'il y a 10% qui sont des belles chansons. Mais on fait une règle de 3 simples. Jouons les 90% des 10%. Donc, il y a une question de parcimonie, il y a une question de gestion rigoureuse de nos ressources, du peu qu'on a. Moi, je me souviens, vous savez, le coup de gueule à l'époque, au Sénazan, quand j'y étais encore,
cette histoire de gueule, excusez-moi les téléspectateurs de gueule pillonne, dans les commentaires qu'on m'avait adressés, on m'a dit, mais il fait comme si c'était le chant de son papa. Et je dis, mais c'est un drôle de raisonnement. Parce que justement, si c'était le chant de mon papa, ben, je fais tout ce que je veux. Parce que c'est le chant de mon papa. C'est parce que ça, c'est l'argent public. C'est parce que ça, c'est l'argent du contribuable. Et ça, c'est l'identité des ZS. Je ne sais pas. Justement, c'est parce que je fais, entre guillemets, un peu de zèle dans la gestion de ce patrimoine. Déjà qu'on n'a pas beaucoup, le qu'on a là, il faut qu'on gère ça avec parcimonie. On peut revenir un peu plus tard sur le Sénasa. Je veux qu'on essaie de clore le débat sur l'Afrique de façon générale. Quand vous voyez ces milliers de jeunes Africains qui passent par le désert du Niger à l'Algérie ou de la Libye, ou encore la Méditerranée, pour aller en Europe parce qu'on pense que l'herbe est plus verte de ce côté-là, vous, ça vous fait quoi? Ça me fait mal au cœur. La mer est un cimetière. C'est dommage. Et ce n'est pas très reluisant comme spectacle qu'on donne aux autres peuples. Ouais. Alors, moi, je n'ai pas la prétention de juger ces décisions de ces personnes-là, parce que c'est déjà des tragédies humaines. Donc, je ne vais pas encore, comme j'ai dit, aller condamner. Hein. Mais d'une part, peut-être que c'est parce qu'on ne leur offre pas une alternative sérieuse sur le continent. Et d'autre part aussi, parce que peut-être qu'on pêche par facilité. Les responsabilités sont partagées. Mais je pense que j'ai vu certains Africains dans le Nord, je me dis, y compris des gens que je connais personnellement, à un certain moment, j'ai dit, bro, si c'est comme ça, repas au bled, quoi. Mais beaucoup n'aiment pas entendre ce discours. Ah, ouais, oui. Quand on leur dit de repartir, ouais, c'est comme une insulte. Ils disent, oui, c'est pas bon, et puis toi tu es là-bas, ou bien toi tu restes. Ouais. Non. C'est vrai que beaucoup n'ont pas compris à un moment donné. Pourquoi vous, ZS, vous aimez tellement le Burkina et l'Afrique que vous avez fini par aller en Belgique? Oui, mais non, mais moi je suis allé en Belgique, je ne suis pas allé en Belgique pour me chercher. Je vous signale que j'étais prof, et que c'est ma passion, et que d'autres raisons personnelles, privées, qui m'ont amené en Belgique. Oui, mais vous auriez pu rester au Burkina, ou au Mali ou au Niger. C'est ça que je dis. Oui. Je dis que c'est d'autres raisons privées, des raisons familiales en l'occurrence, qui m'ont amené en Belgique. Voilà. Donc, pourquoi ceux qui chantent le panafricanisme, ceux qui aiment l'Afrique, passent tout le temps à aller s'installer ailleurs, ou en Europe par exemple, ou aux États-Unis? Ils ne sont pas installés. Moi, je n'ai pas arrêté de faire le va-et-vient. Alpha Blondy, il est en Côte d'Ivoire, Tikendi Dia au Mali, chose comme on appelle Ismaël Isaac. Non, c'est une idée reçue. Il n'y a personne qui vit tout le temps en Occident. Et en plus, les thèmes qu'on aborde dans nos chansons font qu'on est obligé même d'être là-bas, d'être là sur le continent, pour prendre la vraie mesure de la situation des gens, pour pouvoir en parler. Donc pour vous, c'est un faux procès quand on vous fait ce reproche-là? Non, moi, c'est un faux procès. C'est de la courte échelle, de la courte paille, c'est facile, quoi, c'est facile. Non, j'ai dit, les gens, ils ont tous des biens là, ils ont investi en Afrique, et en même temps, au-delà de la chanson engagée, c'est d'abord de la musique, avant d'être de la musique engagée, entre guillemets. Parce que j'ai toujours dit qu'on n'est pas plus engagé que l'infirmière ou l'instituteur qui s'éclaire à la lampe tempête à 500 km de Ouagadougou pour soigner, pour éduquer, pour donner la connaissance à des enfants. Donc, à la limite, c'est une prétention. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est une étiquette. Moi, je prends ça. Mais je dis, il faut arrêter. Parce que ça ressemble à une sorte de stigmatisation. Non, à la limite. On a l'impression que ça ne vous plaît pas beaucoup, ce reproche-là qu'on formule à l'endroit de ces leaders africains qui aiment l'Afrique mais qui finissent par s'installer souvent et dans des va-et-vient en n'en pas fini en Europe ou aux États-Unis. Je pratique un art. Moi, je prends mon cas personnel, mais je ne peux pas parler des autres. Non. En 95, avec la chanson Ouaga Sancha, j'ai estimé que j'avais fait le tour du Burkina Faso. Et donc, on ne peut pas, ne tuez pas les ambitions des gens. Voilà, ne tuez pas les ambitions des gens. Après, j'écris où allons-nous, que des gens connaissent dans mon village, on n'est pas développé, etc., etc. Je vise d'autres choses, je jette un regard critique, mais c'est parce que j'ai voyagé que je suis capable, à travers ma chanson, de jeter un regard critique sur le fonctionnement d'autres cultures. Donc, moi, je ne suis pas pour vivre en autarcie. Un musicien, ça ne vit pas en autarcie, ça collabore avec d'autres. Et puis, il y a un discours bien au Burkina Faso qui est la question de l'internationalisation de la musique burkinabé. Je dis, comment vous voulez intéresser les autres si vous ne vous ouvrez pas? Non. Donc, je crois que nous, il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on se connaisse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit enraciné dans nos réalités.
fort de cette connaissance de nos réalités-là, on peut s'exposer, on peut s'exporter sans courir le risque d'être dénaturé. Moi, en tant qu'artiste musicien, mais que ce soit quelqu'un qui du théâtre, du cinéma, machin, on aspire à une reconnaissance nationale et internationale. Moi, on ne me met pas dans des cases, quoi. Voilà. Donc vous souhaitez que désormais les Africains abandonnent ce débat-là qui dit, vous qui êtes les leaders d'opinion, restez chez vous au lieu d'aller ailleurs. Moi, je des leaders d'opinion parce qu'on pourrait parler des politiques. Moi, oui, mais on en connaît des artistes, des politiciens, finalement, ils finissent par trouver l'aventure ailleurs. Non, non, voilà. Non. Moi, je trouve par exemple, oui, je trouve qu'il y a parfois, oui, de la part de certains politiques, ça peut s'apparenter à un manque comment on appelle ça là, de cohérence. Oui, mais est-ce que vous attendiez à ce que les Burkinabés n'acceptent pas aussi facilement le fait que vous partiez pour la Belgique, par exemple? Non, je vais en Belgique. D'autre part, je répète, mais la répétition est pédagogique. Je vais en Belgique pour des raisons personnelles, voire familiales. Mais avant d'y être, je partais déjà, en 97, j'avais fait une tournée européenne. En 99, une tournée européenne. Je fais de la musique pour intéresser les Burkinabés, Ouaga sans char. Mais quand j'ai un concert à Paris ou à Londres, je ne joue pas Ouaga sans char. Est-ce que vous voyez? Voilà qui est clair. Alors, ZSC, la musique, on peut le dire, c'est plus de 35 ans aujourd'hui. Vous êtes rentré de la Côte d'Ivoire. Le papa, il était couturier. Enfin, ouais. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Voilà, il paraît qu'à l'époque, on les appelait des tailleurs. Tailleurs, couturiers, peu importe. Toujours est-il que c'était quand même un métier noble. Est-ce qu'il a voulu à un moment donné que vous évoluiez dans ce même domaine que lui? Non, non, pas du tout. Moi, mon papa il a toujours su que, bon, j'avais la fibre. Mais le plus important pour lui, c'était que je finisse, que je fasse des études. Oui. Après, maintenant, je pouvais faire ce que je veux. Le retour au Burkina, ça a été facile pour vous, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Parce qu'il y avait quand même ces préjugés que c'était avec du Burkina Faso. Oui. Moi, je me suis levé un jour, puis j'ai dit, moi, je vais au Burkina Faso. Alors, évidemment, il y avait un discours ambiant qui consistait à dire, Monro, c'était un peu le goulag, quoi, où on amenait les enfants qui n'étaient pas gentils, on menaçait, voilà, on va t'emmener à Monro, c'était ça. Donc, moi, je suis venu vraiment de moi-même ici. Et puis, bon, il faut que je sois honnête aussi, il y avait eu l'obstacle aussi du bac probatoire à l'époque, donc je suis venu directement m'inscrire en terminale ici, voilà. Mais il s'est passé quelque chose ici, oui. Surtout avec lui, hein, et ça me branchait énormément. Et vous êtes rentré en 1986, voilà. Sankara est tombé en 87. C'est ça, oui. Et je me suis dit, waouh, pourquoi ça? J'ai très mal vécu ça, j'ai super mal vécu ça, voilà. Et quand vous avez mis le pied au Burkina pour la première fois, est-ce que l'image qu'on vendait de ce pays en Côte d'Ivoire, c'était exact? À l'époque, là, quand on entendait, parce que de l'autre côté, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, par exemple, on avait l'image du Burkinabé ou du voltaïque à travers ceux qui quittaient peut-être parfois les villages. Dans les plantations voilà. de cacao. Oui, mais parce quittaient les villages au Burkina Faso ici, sans forcément même passer par Ouagadougou. Vous savez, hein, tous les Français ne connaissent pas Paris, hein, moi je vous rassure, et tous les Ivoiriens ne connaissent pas Abidjan. Donc, on avait formaté les gens. Et puis, donc dans la représentation, dans la conscience populaire, le Burkinabé, c'était celui-là qui avait, je me souviens quand j'étais au lycée en Côte d'Ivoire, d'entailler la caricature parfaite, quoi. À peine si on ne disait pas qu'on avait un os dans le nez et des bananes dans les cheveux, quoi. On était arriérés. Et quand moi j'arrive ici, je me dis, mais attends, j'avais l'impression même qu'il n'y avait même pas de la lumière, enfin, il n'y avait pas de goudron. C'est vrai qu'il n'y avait pas autant qu'ici, mais contrairement à ce qu'on m'a fait croire, c'était un beau pays. Et ce qui m'a séduit ici, c'était l'humilité. À la limite même, cette humilité burkinabé là même commence à me fatiguer. Parce que c'est-à-dire que vous connaissez le dicton chez les mots, l'étranger est reçu comme un prince, on donne la natte à l'étranger. J'ai retrouvé des gens qui sont calés dans leur domaine, des gens qui sont érudits, mais d'une humilité à un certain moment. Oui, l'humilité c'est bon, mais et ça m'a séduit. La simplicité des gens, la simplicité des gens, l'humilité des gens, le respect. Le Burkinabé, à l'époque, moi quand je suis arrivé ici, votre portefeuille il tombait dans la rue, vous pouvez être sûr que vous revenez le lendemain, on vous retend ça, hein, voilà. La patrie des hommes intègres avait tout son sens. À ça, je suis très bien placé. Donc, ne serait-ce que ces valeurs-là, moi je m'en foutais des histoires de développement, rien que ces valeurs-là, avec moi, ça m'a... J'ai dit, voilà, ben, écoute, c'est là, quoi. Est-ce que cela a créé un choc en vous? Oui, un choc.
C'était brutal même, c'était brutal. C'était brutal parce que je disais, on m'a programmé comme ça. Et puis, parce que c'était quand même pas facile aussi, hein, quand on était en Côte d'Ivoire au lycée, c'est vrai, on y était. Moi, je dois une partie de ma formation à la Côte d'Ivoire. Mais il y a toujours cette petite raillerie, ce petit truc qui te rappelle que, bon, tout compte fait quand même, tu t'appelles Zongo. Donc, tu vois. Et de venir ici, et à la limite, j'aurais été le pape que je me serais mis à genoux pour faire un bisou à cette terre, quoi, de couleur ocre et tout ça, là, et qui, malgré ça... Vous qui avez eu la chance de côtoyer les deux pays, de connaître la culture des deux pays, comment voyez-vous l'avenir des relations entre les deux pays? Comment vous souhaitez que ce soit entre le Burkina et la Côte d'Ivoire? C'est quand j'évoque ça, c'est avec beaucoup d'émotion. C'est avec beaucoup d'émotion, parce que je dois tout à ces deux pays. Et je trouve que c'est l'histoire de ces deux pays fait que il faudrait qu'on désarme les cœurs et qu'on revienne à la raison et qu'on dise que oui, nos leaders sont là, ils font partie d'une manière ou d'une autre, naturellement ou tout ce que vous voulez, parce que c'est le cycle normal de la vie, mais les peuples, les pays restent. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Tu parlais tout de suite là des nombreux conflits sur le continent africain. Et c'est ça, c'est qu'à un certain moment, oui, une petite méditation transcendantale pour mettre en avant l'intérêt du peuple, c'est pas mauvais. Burkina, Côte d'Ivoire pour la vie. Hein, ah, ça c'est... je ne peux pas, on ne choisit pas, il y a une belle chanson française même derrière qui dit on ne choisit pas où on est. Hein. Voilà, on ne choisit pas où on est. Je pense que ces deux pays se doivent beaucoup de choses. Voilà. Donc moi, je souhaite de tout cœur que les peuples des deux pays, oui, que les dirigeants des deux pays, à un certain moment, balle à terre, et qu'on se parle, et que ça revienne comme avant, c'est tout. Il y en a qui le disent clairement, il y a un amour qui ne s'explique pas entre le Burkinabé et l'Ivoirien. C'est quasi même de cousins, je dirais même, ouais, on est presque des cousins, comme on appelle des parents à plaisanterie, je vais dire. Voilà. On est presque, je vais dire, voilà, les Burkinabés ont été en Côte d'Ivoire, travailler. Les Burkinabés ont été aussi formés en Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens sont ici, et les Ivoiriens travaillent ici. Je sais pas. Franchement, quand on parle de ça, comme parfois on vit dans une période un peu où l'émotion a tendance à prendre le dessus, et c'est des choses dont on doit parler avec beaucoup de délicatesse. Ouais, mais c'est connu, il y a toujours des hauts et des bas entre les deux pays. Toujours est-il qu'il y a toujours cette compréhension mutuelle. Mais on dit en sociologie qu'il n'y a que les gens qui s'aiment, qui se disputent. Peut-être que c'est le cas. Hein. Qui sait? Vous êtes rentré au Burkina en 86. Il y a eu donc, vous avez dit, la terminale et puis l'université. C'est là où justement tout a commencé avec l'orchestre de l'université. Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'est devenu l'université de Ouagadougou, Joseph Kizerbo, avec la situation de vos cadets, vous posez des questions? C'est pas évident parce que la population estudiantine a explosé. Oui. Les réalités ne sont plus pareilles. Il y a une crise économique internationale, même si on ne le dit pas assez. Les conditions d'études sont, il faut être honnête pour pouvoir se regarder dans la glace. Comme je l'ai dit, hein, le premier juge, c'est le miroir, c'est la glace. Donc il faut reconnaître que les choses sont beaucoup plus difficiles. À votre temps, tout de même, c'était assez intéressant d'être étudiant. On avait quand même un petit pécule qui, dans le contexte, à l'époque, n'était pas négligeable. C'était combien déjà? J'ai commencé par 37 500 ou 37 000, puis je crois que j'ai dû terminer par 40 000 francs. C'était appréciable. Voilà. Aujourd'hui, il y a l'inflation, tout a augmenté, etc. Mais en même temps aussi, le niveau de vie aussi a augmenté. Hein. Voilà. Et dans une de vos chansons, justement, vous avez eu à soulever une problématique, c'est la prostitution au sein du milieu estudiantin. Est-ce que ça vous révolte un peu de voir qu'aujourd'hui, ceux-là qui sont censés constituer l'élite de demain se retrouvent finalement dans cette situation-là? Moi, il y a
je ne vais pas jeter la pierre, comme on le dit dans les livres, je ne vais pas jeter l'anathème sur parfois certaines pratiques qui peuvent être dues à beaucoup de choses. Hein, mais ce thème-là, justement, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire une chanson sur ça? Parce que si à côté de ça, je n'encourage pas ça, au contraire, je condamne ça avec la plus grande fermeté. Mais parfois, qu'est-ce que vous voulez? Mais à côté de ça, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y en a qui, non seulement c'était un peu la courte échelle, parce que, vous voyez, je vais vous dire, cette réalité vaut aujourd'hui. Vous avez la gamine qui a 16 ans, qui a 17 ans, qui se trimballe, qui se balade avec un téléphone de plus d'1 million, dont les parents quand même connaissent quand même quelques difficultés. Ben, on ne peut pas rester insensible à ça. Donc oui, moi, prétendument, je suis une sorte d'objecteur de conscience, donc je prends mon silo et j'en parle. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous savez, moi j'utilise les réseaux sociaux, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube, etc. Mon métier, malheureusement, les médias classiques connaissent des moments difficiles, donc vous êtes obligé d'avoir des pages vous-même. Mais je dis, si par un claquement de doigts, on supprimait TikTok, on supprimait les réseaux sociaux, je ne suis pas sûr que je serais le plus malheureux. On évolue toujours, il y a eu des chansons qui ont marqué les esprits. Ouaga Sancha, vous avez cité ça à plusieurs reprises. Cette chanson-là, qu'est-ce qui a été à l'origine? Et le succès, est-ce que ça vous a surpris? Parce que c'était l'album Embouteillage. Je suis venu, j'ai appris à rouler à moto ici, donc ça c'était... Mais je fais un flashback pour dire que le moyen de déplacement, le char, mais sociologiquement vous ne vous rendez pas compte de ce que ça représente pour le Burkinabé, le voltaïque et le Burkinabé. Je vais vous dire un truc. Il fut un temps, j'avais dit ça dans mes concerts même en Europe, on était quasi 3e consommateur de 2 roues au monde, après la Chine et la Hollande, les cyclistes machin et tout. Et sociologiquement, je peux expliquer le succès de cette chanson-là, parce que les chats étaient une sorte de cas d'identité aussi. Mais voilà, c'était une reconnaissance sociale. Vous voyez, je vais vous dire un truc. Vous arriviez, si je cherche M. Ouedraogo Ismaël, dans un quartier, dans un 6 mètres, on dira, à l'époque, il a quel char? Vous voyez par exemple le truc là, quand on a numéroté les rues, tout ça là, il est très rare qu'un Burkinabé dise que je vais voir M. Ouedraogo. L'adressage, on a tenté, mais... Voilà. Ouais. Mais par contre, et on va vous dire, il a une Yamaha Dam. Oui. Est-ce que c'est la Yamaha ou bien une P50? Voilà, tiens, on était des étudiants. C'est quelle P50? C'est la blanche, c'est la... Donc, il y avait comme une sorte d'identification à travers le char que vous possédiez à l'époque. Donc, peut-être qu'entre autres aussi, c'est ça qui a prévalu aussi au succès de cette chanson. Et jusqu'à présent, hein, on continue de voir quand ZS chante quelque part, c'est Ouaga Sancha qui réclame. Est-ce que vous êtes surpris de voir que même la nouvelle génération connaît cette chanson-là? Elle est finalement intemporelle, on a l'impression. Je ne sais pas, bon, en toute humilité, bon, je ne vais pas cracher dans la soupe, j'en suis content, mais c'est vrai que je ne peux pas faire un concert sans jouer Ouaga Sancha, parce que c'est une chanson qui continue à parler à beaucoup de Burkinabés. Mais je dis aussi que quand je parlais du niveau de vie qui a augmenté, à l'époque, pour avoir un chat, ce n'était pas évident. Il y avait quelques sociétés, vous preniez la Yamaha Dam, nous on prenait le chat à l'université, on nous coupait pendant 10 mois, et là on payait, les fonctionnaires payaient la Yamaha Dam, la voiture burkinabé pendant 15 mois. Et donc, mais aujourd'hui, avec tout ce qui vient de Chine, bon, voilà, vous voyez comment, quand on me dit, parfois je suis là comme ça, on me dit, il y a des chars, il y a des motos qui coûtent plus d'1 million. Je dis, waouh! Oui, donc ça dépend de l'évolution. Hein. Il y a plusieurs chansons, Ouaga Sancha, et puis il y a cette chanson aussi, Mon voisin est un con. Alors c'est vrai qu'on s'est posé des questions. Est-ce que c'était le reflet de la société que vous avez voulu ressortir à partir de la chanson? Ta liberté finit où celle des autres commence. Oui. D'ailleurs, j'ai dit ça à la fin de la chanson. C'est vrai que... Pour des Burkinabés dit publiquement dans une chanson, Mon voisin est un con. Oui, mais c'est le côté un peu provocateur. Et puis c'est un peu... voilà, et puis c'était un peu d'humour aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on dit ton premier gardien au Burkina Faso, c'est ton voisin. Non, il ne faut pas croire que c'est pas forcément une chanson autobiographique, mais il faut reconnaître que
les rapports de voisinage. C'est-à-dire que le voisinage, le voisin, c'est celui qui est capable du pire. Tout comme le meilleur aussi. Voilà. Et surtout la question de la cohésion sociale. Parce que vous avez chanté il y a longtemps, mon voisin est un con. Aujourd'hui, ça revient devant l'actualité. On parle de cohésion sociale et de vivre ensemble. Est-ce que c'était une prémonition? Est-ce que vous avez senti se dégrader les relations sociales au Burkina? Bon, je ne dirais pas dégrader, mais bon, voilà quoi. Mais je pense que c'est notre mode de vie actuellement qui fait qu'on a tendance, oui, c'est ce que les gens, à s'auto-centrer, à se renfermer. Il y a un repli sur soi. Voilà, moi j'ai connu un Burkina Faso où voilà, les portails étaient comme ça, les concessions étaient ouvertes comme ça, mais aujourd'hui chacun est riche, ému, à commencer par moi. On a tendance à se... parce que c'est les réalités qui sont là. Alors, d'où la chanson Où allons-nous? Moi, quand après, avec du recul, je vois que un village français, un village allemand, un village espagnol, c'est pareil qu'un village burkinabé, malien, ivoirien ou togolais, où tout le monde se connaît. Oui, mais là, vous allez plus loin en disant, dans mon village, on n'est pas développé, seuls les fous mangent et dorment dehors. Voilà. Mais c'est simple. Ça aussi, c'est une boutade. Ouais. Parce qu'on dit de nous qu'on n'est pas développé, mon chien. Mais sauf cas exceptionnel, effectivement, en tout cas, la représentation sociale qu'on a, c'est que les fous, quand même, qu'on voit en général. Mais là-bas, vous avez les SDF. Vous savez que dans les pays comme la France, il y a des gens qui travaillent, qui ont un salaire, mais qui dorment sur le pont. Ils ont un salaire, ils travaillent, ils se lèvent le matin, ils vont travailler, mais ils dorment sous le pont. Et chez nous, ce n'est pas possible. D'autres titres aussi, hein, je ne vais pas citer tout parce qu'il y en a tellement, j'ai retenu que quelques-uns. Il y a aussi directeur voleur, vous parlez de la corruption, vous êtes même l'une des personnes ressources pour les réseaux nationaux de lutte anticorruption. Est-ce que cela vous a valu quand même des menaces, non, des pas du tout. Pas du tout, je n'ai jamais été, même quand j'avais fait le colon noir, oui. Je profite de l'occasion pour faire un coucou, parce que le refrain était en djoula, mon minable djoula d'ailleurs. Je n'ai jamais été menacé. Comme ça, hein, voilà. Mais évidemment, le type de chanson que j'écrivais en son temps, vous n'étiez pas forcément le premier à être invité quoi, dans les manifestations. Okay. Oui, vous n'étiez pas le premier. Oui. Contrairement à certains artistes qui chantent pour être invités dans les manifestations publiques. Est-ce qu'à un moment donné, certains vous ont dit, mais mon ami, change de ton musical pour qu'on puisse t'inviter aussi? Je sais qu'à l'époque, oui. Quelqu'un qui n'est plus en activité, une autorité, on m'avait dit, tu es trop dur, mets un peu d'eau dans ton dolo, tu es trop dur, voilà. Et parce que j'avais, entre autres, mais bon, c'était pas menaçant, c'était pas, je savais que le choix que j'avais fait artistiquement me fermait beaucoup de portes, ça c'est clair. C'est pour ça qu'à un certain moment aussi, j'ai dû écrire certaines chansons aussi qui me permettaient de faire des concerts ailleurs, parce que si je devais me limiter voilà quoi. Donc la nécessité de s'ouvrir aussi et d'avoir la reconnaissance internationale, parce que ça fait de moi que j'ai signé 4 albums chez Sony quand même quoi. Je pense que c'est un record national en son temps, mais maintenant il n'y a plus besoin de maison de disques en fait. Hein. Chacun se débrouille comme il veut. Mais cette ouverture là aussi était due peut-être inconsciemment. Oui. Au fait que je voulais me donner d'autres possibilités, voilà, ne serait-ce que pour ne pas crever de faim, quoi, voilà. Alors, s'assumer pour ne pas forcément avoir des concerts, ça c'est un choix que vous avez opéré. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui qui chantent pratiquement, ça à la limite ça rime avec le griotisme, est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas compris l'esprit de la musique? Ah non, 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 moi je suis très mal placé pour juger. Un artiste c'est un créateur. Si je ne veux pas, j'évite de porter des critiques sur la création artistique, pour qui me connaissent, les œuvres de mes collègues. Par contre, là où je suis intraitable, et tout le showbiz burkinabé, c'est la question technique. C'est la question technique là-dessus. Aujourd'hui, on appelle ça les directeurs artistiques, etc. J'ai même dû faire une formation en son, pas pour devenir ingénieur de son, mais pour savoir comment ça fonctionne. Je peux dire, on n'aime pas une chanson, mais, ou on aime une chanson, mais la base, c'est qu'il faut que ça sonne. Il faut que ça sonne, parce qu'il y a un minimum de normes. C'est ce que je me suis attelé à faire au Sénat, c'est ce que j'essaie de faire humblement pour moi, et je suis très regardant là-dessus. Est-ce que le live doit être vraiment la devise de tous les artistes au Burkina? Le live doit être, voilà. Maintenant, après c'est pas moi qui ai créé le mot playback. Voilà. Vous êtes contre, est-ce que vous êtes pour ou contre de façon... Nous, on a porté les pins ici, pins.
du BBDA à l'époque, playback de qui se moque-t-on? Mais je vous dis, droit dans la pupille, qu'aujourd'hui, je suis parti, s'il y a du live, je le fais. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais aller expliquer au Burkinabé que je fais du live. Mais s'il y a du playback que je fais, parce que le live, c'est quoi? C'est pas bien payé. Vous avez des musiciens, vous avez des frais de répétition, etc., etc. Moi, quand je fais du live, pour moi, je veux dire, quand je faisais mes 20 ans de carrière, on était 12 sur scène. Il y a 2 ans au Sénasa, 2 ou 3 ans, on était 12 sur scène. Vous voyez, c'est la section de cuivre, machin. Ben oui, mais ça, j'ai organisé. Mais demander à quelqu'un de faire venir 12 musiciens, 12 chambres d'hôtel à Bobo, avec, etc., etc., tout de suite, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Même quand vous réduisez le nombre de musiciens. Donc, du coup, ça fait qu'on ne fait pas travailler les musiciens. Ça porte un coup. Ça me désole. Mais en attendant, comme on le dit ailleurs, il faut remplir le caddie. Alors, continuons toujours. Les barbus sont à nos portes. Vous avez chanté, j'ai parlé de tout à l'heure, Ouaga Sancha, qui est une chanson intemporelle. Vous avez aussi l'autre album dont on a parlé tout à l'heure, Mon voisin est un con. Vous avez évoqué la question des barbus qui étaient à nos portes, mais ils ne sont plus à nos portes, ces barbus. Ils y sont. Ah, ils prennent la douche avec nous, carrément. Oui. Hein? C'est triste parce que... Est-ce que vous regrettez de n'avoir pas été écouté? Oui, bon, je ne sais pas, parce que ça encore, à l'époque, vos collègues m'avaient demandé si j'étais un prophète ou pas. Je suis juste lucide. Il faut avoir une grille de lecture. À l'époque, vous savez, tout le monde a oublié le Moudjao. Oui. C'était le mouvement pour l'unicité de djihad en Afrique de l'Ouest. Oui. Mais c'est Afrique de l'Ouest. Donc quand les histoires ont commencé au Mali et qu'ils ont commencé à progresser, je me suis dit, l'appétit vient en mangeant. Attention, parce que ça commence d'abord en Afghanistan, etc., etc. Et puis bon, voilà. J'ai dit, attention, c'est pas exclu. Et donc, quand moi j'ai fait cette chanson, qui a eu beaucoup de répercussions, aussi bien ici sur le continent qu'ailleurs, c'était pas ce que je souhaitais. Et quand il y a eu la tragédie de Kwame Nkrumah, vos collègues ont couru chez moi à la maison. J'ai dit, c'est dommage, parce qu'évidemment, c'est une sorte de cancer, c'est métastase, quoi, qui s'est métastasé, et qu'aujourd'hui, on en prend plein la gueule, quoi. Voilà. Pour vous, quelle est la solution? Je pense... Ou du moins, quelles sont les pistes éventuelles de solution? Moi, je pense qu'il faut allier la carotte et le bâton. Je pense que je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas militaire, j'évite de me prononcer sur les stratégies militaires. Mais je pense que, en tout cas, c'est ce que j'ai ouï dire, qu'il y a certains groupes avec qui on peut parler, il y en a qui, bon... voilà. Donc tout ce qu'on peut mettre dans la balance pour la paix au Burkina, vous êtes preneur? Évidemment, évidemment. J'ai dit, mais l'argent n'aime pas le bruit. Et nous, quoi qu'on dise, on a besoin d'argent, on a besoin d'investisseurs. J'écoutais hier sur une radio qui parlait, donc là, je crois que c'est la zone touristique de l'Ouest, du côté de Bamfora, où il y a les cascades et tout ça. Cascades, pic de Voilà, voilà, il pleurnichait, il n'y a plus de... Le tourisme national, on n'est pas encore, parce que j'étais au ministère, on essaie, c'est ce qu'on encourage aujourd'hui, le tourisme interne, mais on n'est pas encore au top. Je vais faire un clip au CIAO, je dis tous les objets d'art, bon, les enfants ils pleurnichent, quoi, c'est pas évident. Donc, oui, c'est la stabilité, la sécurité pour un pays, c'est la denrée la plus... voilà quoi. Vivement donc la paix au Burkina Faso. Ouais. Alors, musicien qui a eu quand même une belle carrière, on pourrait le dire, c'est plus de 35 ans. Qui a eu, non, je n'aime pas le passé composé. Ah ben donc vous continuez à être un bon chanteur. Oui, c'est tant mieux parce que récemment vous avez rendu hommage au FDS et ça c'est quelque chose quand même qui est important. Oui, j'ai fait un concert pour les FDS. Oui. Je profite de votre micro encore pour avoir une pensée pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui, au prix de leur vie, se battent pour que vous et moi, nous puissions parler, converser ici. C'est pas facile, mais on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Le Burkina va retrouver sa paix, ça on n'en doute pas. Voilà. On souffre, mais ça partira, hein, quoi qu'on dise. Voilà. Je veux qu'on ouvre 2 chapitres avant de terminer l'émission. Il nous reste plus beaucoup de temps. D'abord, 2015, c'est une année quand même qui restera gravée dans les annales au Burkina. Vous avez décidé d'être candidat à la présidentielle. C'est quel virus qui vous a piqué? Non, pas un virus. Parce que,
En fait, c'était une volonté farouche de prendre la parole. Je savais que je n'avais pas été élu. Attends, oui, je n'ai pas perdu la boule. Mais je voulais pas. Beaucoup disaient que vous étiez un plaisanteur. Oh non, non, mais oui, mais je vais vous dire, hein, oui. moi, je vais sans prétention aucune, j'avais proposé un programme qui jusque-là n'a pas été. J'ai presque envie de dire même qu'il y a des gens même qui ont puisé dans ce programme, voilà, qui tenait sur 2 pages un résumé sur tous les plans. Donc, mais le plus important pour moi, c'était de prendre part au discours politique, et qu'il ne fallait pas que ce soit le seul fait des politiciens, ce que j'appelle les politiciens professionnels. Voilà, c'était, mais c'est pas... Attends, Arnold Schwarzenegger, il a été, comment on appelle ça là, gouverneur. Oui. Y a plein de cas comme ça. Les cas sont légers. Le président ukrainien Zelensky est un comédien. C'est bon, lui, au figuré comme au propre, voilà. Il y a plein de cas comme ça. Je vais dire, il y a des artistes qui, Nana Mouskouri, députée européenne, etc., au Brésil. Il y avait un chanteur qui était ministre là-bas, il y a eu Sundu, etc. Président, il y en a eu. Donc, je vais dire, le président là, le chanteur là, c'était Jean-Michel Martelly, un truc comme... Enfin, bref, je ne me souviens pas. Il n'a pas fait Haïti. Voilà. Il n'a pas fait plus de mal que les Duvalier, qui n'étaient pas eux chanteurs. Vous vous rappelez de l'épisode Les bébés donc les Duvalier. Donc il faut arrêter. Au-delà du chanteur, au-delà de l'artiste, je n'ai pas l'impression d'avoir lu moins de livres que ceux qui nous gouvernent parfois en Afrique, quoi. Voilà, et je peux vous dire que parfois, les comédiens, c'est parfois eux. Voilà. Ce n'est pas aller loin, puisque vous avez fini par rallier la candidature. Non, mais c'est comme je disais, moi c'était pour participer, apporter ma part. Voilà, quoi, dans le débat. Oui, mais entre-temps, vous avez rejoint Tahirou Barry. Oui, évidemment. Parce qu'à l'époque, que la caution c'était 5 millions, je ne sais pas comment ça s'est passé, en tout cas c'est passé à 25 millions, et en toute humilité, mais ça ne changeait rien. J'ai décidé d'accompagner un jeune frère, parce que j'ai partagé les idées. Contrairement à ce qu'on pense, moi, quand je suis parti par conviction, je ne connaissais pas les résultats. Attends, je n'ai pas le don d'ambiguïté, je ne suis pas un devin pour savoir que Tahirou Barry allait avoir ce score-là, son parti, troisième, et que etc. Donc moi, je suis parti par conviction, parce qu'à la tête, il y avait un certain Laurent Bado, qui depuis l'université n'a eu de cesse de diffuser des messages qui parlaient aux jeunes. C'est Bado, Laurent, qui vous a attiré finalement au sein du parent. Ces idées m'ont attiré, j'ai dit bien ces idées, j'insiste là-dessus, portées par Tahirou Barry, ça me parlait. Alors, voilà. Après les élections de 2015, Tahirou Barry a fini ministre de la Culture. Et il nous est revenu que vous avez longtemps patienté, ça avait même commencé à faire du bruit avant d'être nommé au Sénasa. Est-ce que vous êtes allé taper du poing sur la table à un moment donné pour dire, finalement, moi j'ai gagné quoi dans cette affaire? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment pas mon genre. C'est comme je disais, moi je ne pouvais pas prévoir qu'on allait avoir ce score et que si on me dit que c'est capable de prévoir ça, eh ben alhamdoulilah, non, pas du tout, pas du tout. Les choses sont venues naturellement. Est-ce qu'il vous a reçu, vous en avez parlé? Mais puisque on a fait toute la campagne nationale ensemble, donc tous les jours à 6 h du matin, ils venaient me chercher. On est parti à Samorogon quelques semaines après. C'était difficile physiquement. Hein. On a sillonné quasi toutes les régions du Burkina Faso. Donc moi, ça m'a permis de redécouvrir encore une deuxième fois le Burkina Faso. Après l'orchestre de l'université, etc. Une belle expérience, mais je veux qu'on fasse une escale sur la nomination au Sénasa. Était-ce une récompense politique? Ben, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais en tout cas, le plus important pour moi, est-ce que le casting était payant ou pas? Voilà. Ai-je été utile au Sénasa? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce que parfois, on a tendance à faire des pansements sur des jambes de bois en Afrique. Votre gestion la rénovation, la réhabilitation. Ce n'est pas à moi de parler de ma gestion. Oui, non, mais je veux qu'on fasse quand même une escale là-dessus. C'est vrai que ça fait l'objet de beaucoup de débats. On disait que vous avez personnalisé même le Sénasa. Est-ce que c'est vrai? Personnalisé, je crois que j'ai toujours été passionné par le boulot. D'ailleurs, j'ai fait un single qui s'appelle « Fais ça bien ». J'ai été passionné. Entre les remords et les regrets, j'ai choisi, moi, les remords. Est-ce que vous pensez n'avoir pas été compris dans votre gestion du Sénasa? En fait, je m'en foutais d'être compris ou pas. J'avais une mission, c'était de refaire vivre cette salle-là. Et c'était le plus important. Parce que si je vous dis, ceux qui ne font pas de rêve, ceux qui ne sont pas actifs, si vous allez passer votre temps, vous dites qui a dit ça, qui a dit ça, qui a dit ça. Moi, j'avais un plan très clair quand je suis arrivé, en 2 pages, que j'avais donné au ministre à l'époque.
je n'avais pas envie d'être un DG qui descend. J'ai dit, bon, moi, j'ai quasi fait de la peinture. Enfin, je vais dire, physiquement, je mettais la main dans la cambouis, quoi. Donc, je ne suis pas... J'étais le seul DG qui recevait les gens sans fiche de rendez-vous, quoi. J'étais sur le terrain. Donc maintenant... Est-ce que c'était facile au début de mobiliser tous ces partenaires pour redonner vie au Sénasa? C'était pas facile. Mais là, je voudrais à l'occasion même profiter pour dire merci à toutes celles et ceux qui ont cru en moi. Oui. Parce que, bon, voilà, parce que moi, je ne comptais pas forcément sur l'argent de l'État aussi. Hein. Il fallait, d'ailleurs, même dans nos lettres d'émission, on dit, et moi, j'ai utilisé le carnet d'adresse des RS au profit du Sénasa. J'ai couru passer, glaner 2 sous, 2, 3 par là, parce que pour moi, c'était important. On avait le Centre national des arts du spectacle de l'audiovisuel qui était dans un état. Quand je suis rentré là-dedans la première fois, 1 mois après, je disais que j'allais remballer. J'allais partir. Je sais que, et d'ailleurs même je profite de l'occasion aussi pour faire un mea culpa, parce que je suis tellement passionné par le travail. Je suis un forcené du boulot, moi, quel que soit le boulot. Même si vous me dites de ramasser des crottes toute la journée, je vais m'appliquer. Et que parfois, dans les échanges, y compris avec mes collègues, avec le personnel... Ça n'a pas été facile, visiblement. Ça n'a pas été facile. Oui, surtout, il y a des artistes aussi qui n'étaient pas du tout contents de vous. Je vous ai dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ouais. Voilà. Donc, je vous dis que dans votre vie, si vous allez vous arrêter à ça, si je fais ça, on va dire ça, si je fais ça, à la fin... Parce que, qu'est-ce que les gens attendaient? Oui. Qu'à la fin, on dise que, comment on appelle ça là, c'était une récompense, que je suis allé glander là-bas, et que Taïrou a fait un mauvais casting. Non, je ne voulais pas ça. Et puis, en plus, moi, j'avais laissé mes bouts de chou là-bas pour quelques années. Papa est parti, voilà. Et donc aujourd'hui, j'ose espérer qu'ils sont fiers de ce que j'ai laissé comme héritage là-bas. Voilà qui est intéressant. Est-ce qu'après votre départ, justement, certains vous voient maintenant qui vous disent on s'est trompé sur vous et ils font leur mea culpa? Ah ça, vous savez que le propre de l'homme, c'est de ne jamais... J'aime bien, je fais un coucou à Madès. Et il y a des gens qui vous insultent sur les réseaux sociaux avec 200 francs de mégas. Mais c'est les mêmes personnes, comme le dit la chanteuse ivoirienne, qui, je sais pas, c'est camerounaise, je sais pas, c'est les mêmes qui, quand ils vous croisent dans la vraie vie, ils sont incapables de vous regarder dans les yeux. Ça, on connaît. Je veux dire, moi, on ne me l'a fait pas à mon âge, quoi. Et quel enseignement vous tirez de tout ça? C'était une formidable aventure humaine. J'ai commis des erreurs parce que j'étais dans le feu de l'action, je voulais que les choses aillent vite et que la jeune génération et que les acteurs qui tiraient aient une salle que moi, je n'ai pas eu quand je commençais. Hein. Vous savez, vous pouvez aller demander, hein, mes collègues là, ils sont là, il y en a qui sont toujours là au Sénasa. Moi, j'ai dû être transporté dans une clinique de la place pour fatigue générale. Je travaillais du lundi au lundi, samedi, dimanche, je partais surveiller. Vous pouvez demander à mon PCA, comment ça, M. Prosper Compaoré, il vous dira, j'ai failli laisser ma peau dans cette... Parce que c'était un défi personnel. Je le faisais d'abord pour moi, pour dire, vous avez dit que ça ne va pas marcher. Eh bien, vous ne savez pas à qui... Moi, travailler pendant 24 heures sans manger, franchement, pour qui me connaisse, ce n'est pas un problème. Depuis lors, quand vous rentrez la nuit, vous dites, ce peuple-là, comment il faut le juger ou comment il faut prendre les Burkinabés? Non, c'est très, très prétentieux pour moi de dire... Mais vous avez aussi une idée arrêtée de comment il faut percevoir les choses? Non, moi, je fonctionne comme ça. Tu as quelque chose à le faire, fais-le bien. Sans forcément faire... Et l'histoire va juger. Et l'histoire va juger. Fais-le bien. Je tiens à ça. Le premier censeur, c'est votre premier juge, c'est votre miroir. C'est-à-dire que quand vous rentrez le soir, est-ce que vous êtes en paix avec... Cherchez la paix avec vous-même. Et comme on le dit, Hegel disait que rien de grand ne s'est accompli, ne s'est réalisé sans passion. Ouais. Je suis passionné. Et comme toutes les personnes qui sont passionnées, tous les hommes qui sont passionnés, oui. Parfois, il arrive qu'on fasse d'accord. Merci beaucoup, Zédès. Merci. C'est parti, c'est parlé très vite avec vous. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Tout l'honneur fut pour moi et merci pour... J'espère avoir été à la hauteur du défi. Bel échange, on pourrait le dire ainsi, les téléspectateurs vont apprécier. Voilà. Ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.